Dans cette vidéo, on va prouver le théorème de la base incomplète qui dit, entre autres, que tout espace vectoriel a une base. Si vous avez besoin d'une piqûre de rappel sur ce qu'est une base, je vous renvoie vers l'épisode précédent. Le théorème de la base incomplète dit que toute famille libre peut être complétée pour en faire une base de l'espace vectoriel. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce théorème, c'est qu'il y a en fait deux versions, une qui s'applique à la dimension finie et l'autre qui s'applique à la dimension infinie. Et là, vous allez me demander pourquoi est-ce que je distingue les deux cas. Eh bien, c'est parce que le cas de la dimension infinie requiert un axiome un peu particulier que certains mathématiciens considèrent abominablement faux, à savoir l'axiome du choix. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais vous parler de l'intuition derrière ce théorème dans le cas de la dimension finie, puis je le démontrerai pour le cas de la dimension infinie. Commençons par l'intuition dans le cas de la dimension finie. Si on prend une famille libre E1, EK qu'on veut compléter en une base, si cette famille n'est pas encore une base, c'est qu'il existe un vecteur EK plus 1 de l'espace vectoriel qui n'est pas encore engendré par la famille libre, parce que sinon elle serait génératrice, donc ça serait une base. On rajoute alors l'élément EK plus 1 à notre famille et on recommence. Et comme l'espace est de dimension finie, il viendra forcément un moment où il n'y aura plus de vecteur qui n'est pas encore engendré par notre famille libre en construction. Celle-ci sera à ce moment-là libre et génératrice. Elle sera donc une base. On va maintenant passer à un truc qui pique un peu plus, qui est le cas de la dimension infinie. Partons d'une famille E libre et considérons l'ensemble P des complétions libres de la famille. Autrement dit, P est l'ensemble des familles libres qui contiennent la famille E. Notez que P est non vide, puisqu'il contient la famille E. On va appeler ça la propriété 1 et ça va être important. Par ailleurs, on a une relation d'ordre partielle sur P qui est l'inclusion. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails de ce qu'est une relation d'ordre. Je vais juste insister sur le mot partiel. Ça veut dire que si on prend deux éléments de P, qui je le rappelle sont deux ensembles de vecteurs, eh bien, ces deux éléments de P ne sont pas forcément comparables par l'inclusion. F peut être inclus dans G. On peut aussi avoir G inclus dans F. On peut aussi avoir les deux en même temps, auquel cas F serait égal à G. Mais on peut aussi avoir aucun des deux, c'est en ce sens que l'ordre n'est que partiel. Bref, l'argument clé, la propriété 2 qui va nous être indispensable, c'est le fait que P est un ensemble inductif pour cette relation d'ordre. Ça veut dire que si on a une chaîne totalement ordonnée, F1 inclus dans F2, inclus dans F3 et ainsi de suite, et on peut avoir potentiellement une infinité de Fi, alors cette chaîne totalement ordonnée admet toujours un majorant. Dans notre cas, on peut par exemple construire l'union des FI, dont on peut montrer qu'il s'agit encore d'une famille libre. Notez que je ne suis pas tout à fait rigoureux dans mes notations, car a priori les éléments de la chaîne ne peuvent pas être forcément indexés par des entiers, puisqu'il pourrait que notre chaîne contienne un nombre indénombrable d'éléments FI. Mais bon, ça c'est juste un détail, c'est pas super important. Ce qui est important, c'est que grâce aux conditions 1 et 2, on peut appliquer le lemme de Zorn qui dit que tout ensemble non vide et inductif admet un élément maximal, c'est-à-dire, dans notre cas, un élément f de P, qui est donc un ensemble de vecteurs, qui ne peut pas être augmenté tout en restant dans P. Autrement dit, pour tout autre G de P, on sait que f ne peut pas être un sous-ensemble strict de G. Ou autrement dit, si f est inclus dans G, c'est que f est égal à G. C'est dans ce lemme de Zorn que réside notre utilisation de l'axiome du choix. En fait, le lemme de Zorn est équivalent à l'axiome du choix, tout comme en fait le théorème de la base incomplète qu'on est en train de démontrer. Toujours est-il que si l'axiome du choix est vrai, alors f est une famille libre maximale. Ça veut dire que tout ajout à f le rend lié, ou autrement dit, tout autre vecteur qu'un vecteur de f est combinaison linéaire de vecteurs de f, il ne crée pas de nouvelles dimensions. Comme les vecteurs de f sont aussi clairement des combinaisons linéaires de vecteurs de f, ils sont égaux à eux-mêmes, on voit qu'en fait tout vecteur est engendré par f, ce qui montre bien que f est une famille génératrice. Elle est aussi libre par construction. F est donc une base qui complète la famille libre E, CQFD. Je termine en insistant encore une fois sur la non-constructibilité de cette preuve. En particulier, l'ensemble R puissance n, où n est l'ensemble des nombres antinaturels, cet ensemble-là, c'est l'ensemble des suites numériques. Eh bien, l'ensemble des suites numériques qui est un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel dont on ne peut pas construire de base explicite, tout comme d'ailleurs l'ensemble R des réels, qui est un Q espace vectoriel.
Mais c'est un Q espace vectoriel dont il est difficile d'exhiber, dont il est impossible en fait d'exhiber une base explicite. En particulier, tout ça, ça veut dire qu'en utilisant l'axiome du choix, on peut construire une base de R en tant que Q espace vectoriel et en déduire l'existence d'une fonction additive de R dans R qui est continue nulle part, ce qui est super bizarre. Mais il est aussi impossible de donner un exemple explicite d'un tel monstre de l'analyse.